Bonsoir. Alors nous sommes évidemment très contents de venir vous présenter nos travaux. Je dis ça avec d'autant plus de sérénité que ma collègue Gaëlle Eisman vient de soutenir ce qu'on appelle une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger les recherches, qui est une deuxième thèse pour avoir le droit de candidater comme professeur d'université. Et il se trouve que dans cet énorme travail, elle a analysé 29 000 individus qui sont passés par la justice militaire allemande. Alors, quel intérêt? L'intérêt, c'est que c'est une population qui replace l'occupant au centre de la question de l'occupation, qui a souvent été en France un problème ramené à la résistance, la collaboration, Vichy, pas Vichy. Bon. Et donc c'est la raison pour laquelle on souhaitait parler peut-être moins des choses qu'on sait déjà que de cette dimension-là qui, vous en avez vraiment la primeur puisque ça a été soutenu il y a 15 jours, donc de ce nouveau souffle dans la lecture historiographique de l'occupation. Voilà. Alors, l'année 44, je vais essayer d'aller assez vite, puisqu'on a 1 heure seulement, je vois qu'il est déjà 19h10. L'année 44, elle est importante. Du point de vue international, vous savez que les Alliés ont décidé que seulement la capitulation serait admissible, tant pour l'Allemagne que pour le Japon. En réponse, Goebbels va déclarer la guerre totale, donc une mobilisation de toutes les forces de l'Allemagne en vue de la victoire. Et puis, par ailleurs, il y a des besoins croissants qui sont liés à la guerre contre l'Union soviétique, et de nombreuses troupes allemandes sont déplacées de l'Ouest, et évidemment le front Ouest se trouve affaibli. Et face à la possibilité d'un débarquement anglo-saxon, eh bien Hitler décide de construire un imposant système de fortification le long des côtes, ce fameux mur de l'Atlantique, qui doit s'étendre sur 6000 km de la Norvège à la frontière espagnole, et puis il est complété plus tard par un autre mur, des murs qui ont beaucoup de trous, sur les côtes de la Méditerranée. Voilà. L'économie allemande est également frappée par les besoins d'hommes sur le front de l'Est, et puis évidemment les besoins de production de guerre sont de plus en plus importants, et pour remplacer les hommes partis se battre, eh bien l'Allemagne réquisitionne dans toute l'Europe des hommes et des femmes dans le cadre de ce qu'on appelle le service du travail obligatoire. Voilà. En Europe de l'Est, l'armée rouge avance sur tout le front. Il y a cette célèbre victoire de Stalingrad qui s'achève début 1943, et puis qui contraint les troupes allemandes à reculer irrémédiablement. Au printemps 1944, l'armée rouge atteint les frontières de la Hongrie, de la Roumanie, et à l'exception de la Biélorussie, tout le territoire qui avait été conquis eh bien, est libéré. Et la Wehrmacht cède plus des 3/4 des territoires conquis, qu'elle avait conquis en 1941-1942. En Afrique, l'avancée fulgurante de Rommel, le fameux renard du désert, eh bien, a fait long feu, et la bataille de Tunisie s'achève en avril 1943 par la reddition de 300 000 soldats allemands qui donc ne réussissent pas à passer en Sicile. Voilà. Donc l'axe est désormais totalement éliminé d'Afrique du Nord. En Europe de l'Ouest, eh bien, au début du mois de septembre 1943, les Alliés débarquent dans le sud de l'Italie. Le gouvernement va changer, je vais vite, et les Allemands réagissent pour renforcer les troupes italiennes et se battre contre les Alliés. Alors, il y a des Américains, des Britanniques, mais aussi des troupes françaises avec de nombreuses troupes qu'on appelle indigènes, des troupes coloniales qui viennent d'Afrique du Nord. Et puis, après une progression qui va être très lente, eh bien, les Alliés n'entrent enfin dans Rome que le 4 juin 1944, donc 2 jours avant le débarquement en Normandie. Mais les Allemands se retranchent dans le sud de la vallée du Pô et leur résistance est très forte. Voilà. Dans cette même vision du contexte, vous savez aussi que les Alliés, depuis 1942, lancent de nuit comme de jour des bombardements aériens contre le territoire allemand, et ces attaques vont se renforcer considérablement, donc à la veille de 1944, à partir du printemps 1943, avec ce qu'on a appelé le plan Point Blank,
qui vise à disloquer l'économie de guerre allemande et puis d'autre part à terroriser la population. Dernier point de contexte, en France, eh bien, le gouvernement de Vichy, au début de cette année 1944, est complètement discrédité, et depuis longtemps d'ailleurs, depuis 1941-1942, et il va entrer dans sa phase répressive la plus radicale. La collaboration et la révolution nationale ont été un leurre, la propagande n'abuse plus grand monde, et l'on sait désormais que l'Allemagne va perdre la guerre. Évidemment, c'est une inquiétude parce que la population se demande comment les choses vont se passer et redoute évidemment les prochaines batailles sur le sol français. Par ailleurs, les Juifs et les réprouvés, en général, sont déportés. Je vous rappelle que le premier convoi à la fois de répression et de persécution part le 27 mars 1942, avant qu'il y ait les accords Bousquet, des accords de police entre les Allemands et la France, qui vont donner d'ailleurs ces fameuses rafles d'été. Voilà. Et puis, depuis début 1943, les jeunes hommes sont requis au titre du service du travail obligatoire, ce qui évidemment ajoute encore au mécontentement de la population. Pendant ce temps-là, la voix de la France libre se fait entendre depuis la défaite sur la radio britannique, et son héros, à la fois OS, le général de Gaulle, et AUT, son héros, on l'appelle le général micro, eh bien, rallie de plus en plus l'opinion. La résistance est bien implantée, elle est organisée, mais évidemment, elle souffre de la répression allemande. Les communistes y sont très engagés depuis l'opération Barbarossa en juin 1941, quand il y a la rupture du pacte germano-soviétique. Et puis certaines zones sont tenues par la résistance. Ce n'est pas ici que je rappellerai le rôle de Georges Guingouin, le préfet du Maquis. Ceci étant, la répression est redoutable. Et puis, symbole de cette radicalité, eh bien, la nomination, début 1944, de Joseph Darnand, comme secrétaire général de l'Intérieur. Alors Darnand, c'est un Niçois, c'est un ancien combattant très décoré, qui a créé le SOL, le service d'ordre légionnaire, et puis qui va créer cette célèbre milice, qui sera d'ailleurs un des trois exécutés en haute cour, donc sur 108 jugements après la guerre. Alors, j'en viens au débarquement. Le débarquement, c'est l'événement majeur de l'année 1944. Il est attendu depuis longtemps par les belligérants, et notamment par les Allemands, mais aussi par les Soviétiques. Staline demande de soulager le front Est depuis longtemps. Et puis, naturellement, il est attendu par la population française, avec toutes les inquiétudes que l'on imagine. Surtout pour les Normands, puisqu'évidemment, il va y avoir reprise des combats sur le sol français. Alors ce débarquement, il est l'objet d'une longue préparation, et il n'est possible qu'à une triple condition. Avoir la maîtrise de la mer, ce qui veut dire chasser des sous-marins, absolument, qui coulent la flotte des bateaux qui viennent des États-Unis ravitailler l'Angleterre, anéantir les forces aériennes allemandes, d'où le pilonnage des sites militaro-industriels allemands, et puis, et ce n'est pas le moindre, surprendre l'ennemi, c'est-à-dire le tromper sur le lieu du débarquement, sur la date, sur les moyens. Voilà. On ignore une chose, je l'ai d'ailleurs apprise moi-même il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il y a déjà eu un débarquement en septembre 1937. Alors, ce n'est pas un débarquement de la même nature, mais c'est une répétition du débarquement qui a lieu entre Cherbourg et Granville, avec quand même 45 000 hommes, 6 000 chevaux, 3 500 véhicules. Et ce sont des manœuvres des armées françaises qui vont durer 4 jours, qui vont aller jusqu'à Caen, Lisieux, Falaise. Enfin, finalement, on est sur le même théâtre d'opération, en présence de plusieurs attachés militaires, l'attaché militaire britannique, américain, l'attaché militaire allemand. Voilà. Et le bilan qu'en tire le général Hering est celui-ci, en une phrase: notre doctrine est trop imprégnée de la mentalité de guerre de position. Voilà. C'est finalement tout ce qu'a défendu de Gaulle entre deux guerres. Alors, dès 1942, dans la crainte de voir s'effondrer le front russe face à la reprise de l'offensive allemande après l'hiver, puisque vous savez que la Wehrmacht atteint presque Moscou à l'hiver 1941, les Alliés envisagent 2 plans. Le premier s'appelle Roundup.
Roundup, c'est au fond le plan qui préfigure le débarquement tel qu'il aura lieu. Mais il est impossible, évidemment, à mettre en œuvre avant 1943 et même après, puisqu'il n'aura lieu qu'en 1944. Et le second, c'est Sledgehammer. C'est le plan américain. C'est une sorte de plan d'urgence qui est envisagé dans le Cotentin, avec seulement quelques divisions, mais finalement, il est vite abandonné parce qu'il est jugé peu efficace. En fait, cette question du débarquement, elle oppose longtemps les Américains et les Britanniques. Pourquoi ? Eh bien parce que cela correspond à deux doctrines militaires différentes. Il y a la doctrine de West Point, la grande école de guerre américaine, au nom de laquelle le fort doit se battre contre le fort, donc c'est une théorie napoléonienne, d'une certaine manière. Donc, les Américains sont pour un débarquement dans le Pas-de-Calais, là où c'est le mieux défendu, où les défenses sont les mieux installées, avec un assaut direct contre l'Allemagne, un débarquement frontal, coûteux en vies humaines. Alors, évidemment, coûteux en vies humaines, ça veut dire qu'il est difficile à faire passer vis-à-vis de l'opinion américaine, sachant qu'en février 1943, 53% des Américains pensent que l'ennemi à abattre, prioritairement, est le Japon, et 34% seulement l'Allemagne. Et puis l'autre doctrine, c'est celle de la britannique, donc c'est celle de la corrida. C'est-à-dire que les Britanniques pensent qu'il vaut mieux affaiblir, essouffler l'ennemi par une série d'attaques périphériques. Donc finalement, l'entente sur le débarquement en Afrique du Nord, qui mécontente Staline, parce qu'il y a moins de troupes, moins de matériel en Afrique du Nord. Il y a une résistance qui est jugée potentiellement évidemment inférieure de l'armée de Vichy, quoique il y a quand même 500 morts pendant ce débarquement côté allié, et 1400 du côté de Vichy. Je vais vous mettre la diapo, là voilà. Mais l'intérêt de ce débarquement en Afrique du Nord, c'est qu'il oblige les Allemands d'abord à envahir la zone non occupée, et puis à déplacer des troupes, donc à soulager, là encore, les fronts de l'Est et de l'Ouest. Et puis c'est par ailleurs un marchepied pour atteindre ensuite la Sicile et l'Italie. Alors il y a un rappel à faire qui est assez douloureux, hein, c'est que le 19 août 1942, le débarquement de Dieppe, projet assez hasardeux qui avait été organisé par Mountbatten, comme étant une reconnaissance, je cite, une reconnaissance en force des défenses allemandes, se solde par la mort de près de 1000 Canadiens et 2500 prisonniers. Mais ceci étant, beaucoup de leçons ont été tirées de cet échec. Alors, pour débarquer, on envisage plusieurs sites. La Norvège, Churchill y tire beaucoup, la Bretagne, le golfe de Gascogne, le Pas-de-Calais, et puis les Alliés vont finalement s'entendre sur la Normandie. Et le plan est approuvé donc en juillet 1943. Alors pourquoi la Normandie ? Parce que les plages normandes sont dégagées, contrairement à la Bretagne qui est très rocheuse. Elle est mal défendue. Elle est plus loin des côtes britanniques, donc il y a un effet de surprise évident. Elle est abritée des vents d'ouest par le Cotentin. Mais le problème, c'est qu'il faut tout organiser en un an. Alors, il faut bien mesurer l'ampleur de cette opération, puisqu'il va falloir construire, non pas un port, mais deux ports, c'est-à-dire que les Alliés vont apporter leur port pour pouvoir ravitailler les troupes, avec des caissons en ciment flottant, des bateaux coulés pour briser la houle. Voilà. D'ailleurs, c'est un projet que Churchill, en Allemagne, avait déjà envisagé en Allemagne pour mettre fin à la Première Guerre mondiale que d'aller débarquer donc, en Allemagne par le Nord. Puisque le problème, c'est que Cherbourg est très bien défendu et les Alliés, évidemment, prévoient que les infrastructures seront en grande partie détruites lorsque les Allemands en seront délogés. Un port indispensable pour acheminer les 12 000 tonnes de ravitaillement, les 2500 véhicules et les milliers d'hommes qui vont être nécessaires à la suite des combats. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut à peu près 6500 véhicules et 40 000 tonnes d'approvisionnement par semaine, ensuite, au fur et à mesure que la guerre s'étend. Donc pour cela, on va construire le long de la Tamise des blocs de 1500 à 6000 tonnes, et on envisage même d'ailleurs de construire un aérodrome flottant avec de la glace. Alors je vous en ai fait une photo. Voilà, c'est le projet Habakkuk.
voyez cette espèce d'immense porte-avions, mais qui est fait avec de la glace. Alors on voit ici en bas à gauche, oui, à gauche, le matériau, c'est de la suture et de la glace, du bois et de la glace mélangée, qui aurait permis donc de faire atterrir les avions, enfin d'avoir un aéroport flottant. Bon, finalement, le projet est abandonné. On va créer un pipeline. Il y en aura même plusieurs pipelines qui seront créés pour ravitailler l'armée. On va aller jusqu'à envoyer un commando avec un sous-marin de poche pour prélever des échantillons de sable, à analyser les sables. On craignait que des sables soient trop mous et que les blindés puissent s'y enfoncer. Des péniches, enfin tout un tas de matériel. Je vous renvoie à la très importante littérature qui a été écrite là-dessus. Et puis il y a des milliers de tonnes de matériel qui arrivent des usines par les Liberty Ships, ces fameux Liberty Ships, vous en avez un ici. Alors le record, c'est 15 jours de construction, c'est un peu d'ailleurs de la propagande parce qu'il fallait un peu plus de temps. Mais voilà, on va créer aux États-Unis 30 000 chars, 86 000 avions en 1943, et on construit 250 avions par jour, ce qui fait un toutes les 5 minutes, ce qui est absolument évidemment inédit. Voilà. Outre la dimension stratégique et tactique du débarquement, il faut en mesurer les effets sociaux. C'est-à-dire que, à la veille du débarquement, eh bien, 1 670 000 soldats américains ont franchi l'Atlantique et beaucoup cantonnent dans le sud de l'Angleterre. Et les GIs envahissent l'Angleterre. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils gagnent 3 fois plus que les Britanniques. Et évidemment, beaucoup de relations sont nouées avec les femmes anglaises. Et cela écrit évidemment des tensions. Il y a une formule qui dit « overpaid, oversex and overhere ». Ils sont trop payés, ils ont trop d'appétence sexuelle et ils sont trop nombreux à être là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va faire des petits manuels de bonne tenue à destination des soldats américains. Voilà. Enfin, dernier point important, puisque le temps passe vite en votre compagnie, la désinformation. Alors la désinformation qui est indispensable pour que les forces allemandes ne soient pas déplacées en Normandie, non seulement au moment du débarquement, mais même après. On essaie de trouver une manière de faire qui laisse penser le plus longtemps possible aux Allemands que, en fait, ce débarquement, ce n'est pas le vrai qui va avoir lieu en Normandie. Et pour cela, eh bien, il y a cette opération Bodyguard, ou Fortitude, qui consiste à créer des leurres, des faux chars. Vous voyez, on en voit un ici, c'est gonflable avec des hommes qui le portent, des faux avions, à multiplier à amasser du matériel et du personnel dans tous les endroits d'Europe, voilà, pour que les Allemands ne sachent absolument pas exactement, ne puissent dégager le vrai du faux. Il y a des faux préparatifs en Écosse. On fait balader un sosie de Montgomery à Gibraltar, on envoie des faux parachutistes, des faux chars, etc. Alors ce débarquement en Normandie surprend les Allemands, il est un incontestable succès, le mur de l'Atlantique est enfoncé sans trop de difficultés, et au soir du 6 juin, eh bien, les Alliés ont mis à terre près de 160 000 hommes et 20 000 véhicules. Il est moins mortifère que prévu. 4 500 tués, 7 500 blessés ou disparus. Ça représente environ 3% des forces qui étaient envoyées. On avait prévu à peu près 10% de pertes. Voilà. Du côté allemand, on est autour de 1500 tués. Voilà. La presse de Vichy va achever de se déconsidérer en reprenant servilement les informations allemandes qui minimisent le débarquement et qui insistent sur les pertes alliées. Mais cependant, l'affaire n'est pas jouée, loin de là, puisque les Allemands vont se ressaisir et envoyer des renforts importants, et puis vont offrir par la suite une résistance acharnée. C'est ce qu'on a appelé la bataille de Normandie. Et cette bataille de Normandie va durer 3 mois, pratiquement jusqu'à fin août. Mais passé cette grande bataille de Normandie, les Allemands ont usé leurs forces jusqu'à l'extrême limite, et une fois battus en Normandie, ils n'ont plus les moyens de défendre le reste de la France, d'autant qu'un second débarquement est mené par les troupes françaises et américaines le 15 août en Provence. On en parle beaucoup moins, puisque on en pourra peut-être en parler après, je vais aller vite. Hein. Il y a ce film, Le jour le plus long, qui a vraiment marqué la mémoire du débarquement, ou Le soldat Ryan, j'imagine que tout le monde a vu ces deux films.
Et ça a vraiment imprégné la mémoire du débarquement. Voilà. Et puis par ailleurs, ce débarquement de Provence, il a pour lui de ne pas être un très bon souvenir, puisqu'il était composé essentiellement de troupes coloniales, qu'on a ensuite désarmées pour blanchir l'armée française. Blanchir, ça veut dire qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de coloniaux dans l'armée libératrice, et on a désarmé ces soldats coloniaux, et on a donné leurs armes donc, aux membres de la résistance qui voulaient intégrer l'armée. Voilà. Bon, je m'en tiens là. Alors, il y a un film qui s'appelle Indigène, hein, qui raconte ça en 2006 de Rachid Bouchareb, et on pourra peut-être en reparler après. Voilà. Alors, je laisse maintenant la parole à ma collègue Gaëlle Eisman sur la répression. C'est à toi. Merci. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter en quelques minutes maintenant, c'est l'autre versant, c'est-à-dire l'impact que ces débarquements ont en amont, que ces débarquements ont eu sur le traitement des populations civiles en France, et que ces débarquements ont eu même en amont sur ce traitement des populations civiles, des débarquements et un débarquement dont la perspective pour les Allemands était celle d'une invasion, et ça a eu bien avant le 6 juin 1944 déjà des conséquences très importantes sur le sort de ces populations civiles. Alors, pour comprendre ce qui se joue en France dans ce moment donc, de radicalisation et d'intensification de la répression allemande en France, encore une fois, en amont comme en aval des débarquements, il faut avoir en tête que depuis 1940, les civils qui sont arrêtés en France sont orientés en fait, dans le système répressif allemand selon plusieurs paramètres. Selon d'abord la lecture de leur dossier, la lecture qu'ont fait de leur dossier, selon les instruments répressifs qui sont mobilisables à un instant T par l'occupant, et puis les impératifs du moment, que ce soit la collaboration ou d'autres paramètres. Tout ça pour dire que les victimes des violences allemandes en France, y compris lorsqu'elles ont été arrêtées au même moment, dans le cadre d'une même affaire, ont pu être jugées et détenues en France, elles ont pu être jugées et fusillées en France, elles ont pu être jugées puis déportées vers les prisons du Reich. Elles ont pu également être internées puis déportées vers le système concentrationnaire nazi, que ce soit massivement, on va y revenir, mais aussi dans de plus petits convois. Et puis elles ont pu être aussi fusillées comme otages ou encore massacrées en dehors de toute procédure réglementaire, ce qui se produit en particulier en 1940 et puis en 1944. Alors ces outils, ces différents outils répressifs en fait, qui le plus souvent s'additionnent, mais dont le poids respectif évolue dans le temps, au point de constituer à la fin une sorte de millefeuille extrêmement opaque, eh bien, tout ça modèle en fait des normes, des dispositifs répressifs qu'on est seulement capable de décrypter depuis peu seulement de façon satisfaisante. Alors maintenant, qu'en est-il de la dernière année d'occupation qui nous intéresse ce soir? Alors pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans cette dernière année d'occupation, il faut se souvenir en fait que jusqu'en juin 1943, le schéma répressif allemand ne repose pas encore avant tout sur les convois de déportation massifs vers le système concentrationnaire nazi. Si la politique des otages, qui consistait à fusiller et à déporter des civils ciblés parce qu'ils étaient communistes ou juifs en représailles des attentats de la résistance, si cette politique des otages a été abandonnée à l'automne 1942, les autres instruments en fait utilisés depuis le début de l'occupation eh bien, continue à s'appliquer jusqu'en juin 1943. Ce qui fait que coexiste jusque-là en fait, une répression judiciaire à visage légal, qu'on connaît moins, hein, mais qui joue un rôle très, très important, et puis d'autre part, une externalisation de la terreur à vocation dissuasive, qui va se traduire par le départ ciblé vers le Reich, dès 1941, d'un certain nombre de résistants destinés à y être jugés, ou bien qui vont être versés directement dans le système concentrationnaire nazi. Mais ça concerne des populations ciblées et qui, encore une fois, ne submergent pas l'ensemble du dispositif répressif allemand. Alors, avec l'enlisement dans la guerre totale, qui s'accompagne de demandes croissantes de main-d'œuvre de la part du système concentrationnaire nazi, mais aussi, bien sûr, avec le développement de la résistance armée à partir de l'été 1943 en France, puis, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de résistance armée auparavant, mais elle prend davantage d'ampleur, puis, bien sûr, donc, le débarquement dont on a parlé, et la bataille de Normandie, eh bien, la répression allemande, qui visait principalement jusque-là ses ennemis idéologiques,
mais aussi, et donc les communistes et les juifs en particulier, mais aussi plus largement tous ceux qui s'en prenaient à ses intérêts, eh bien, cette répression va changer de nature et va toucher des fractions de plus en plus larges de la population. Ce tournant majeur, sur lequel je vais revenir un peu plus en détail dans un instant, il s'accompagne aussi d'un rééquilibrage des rôles entre les acteurs policiers et militaires qui sont impliqués dans la répression des oppositions en France. La dernière année d'occupation, la sécurisation du territoire relève désormais côté allemand de 4 instances principales de commandement, qu'on a tendance généralement à assimiler, mais qui jouent un rôle différent. On a, alors la première de ces instances de commandement, elle est policière. Il s'agit du chef supérieur de la SS et de la police en France, qui est Karl Oberg, sauf que les 3 autres instances sont désormais militaires. Pourquoi ? Parce que la lutte contre les activités de résistance a acquis, cette dernière année d'occupation, aux yeux des Allemands, une dimension qui n'est plus seulement policière, mais qui devient également militaire. Ce qui fait que reviennent dans cette séquence sur le devant de la scène les instances militaires, et notamment le commandant militaire allemand en France, et son administration d'occupation, qui est officiellement en charge, en fait, depuis 1940, de l'exercice des droits de la puissance occupante en France, mais qui a perdu ses pouvoirs de police au profit de la ZIPO-SD, c'est-à-dire de la police de sécurité de la SS en juin 1942. Et puis s'ajoute à cela le commandant en chef du Front de l'Ouest, d'une part, et puis plus largement le commandant en chef des forces armées, le Oberkommando de la Wehrmacht, qui joue un rôle de plus en plus important dans la lutte contre les opposants au sens large. Autre inflexion majeure, à partir de 1944, l'occupant allemand, et en particulier ses militaires, qui prennent une place plus importante que dans les mois qui précèdent, eh bien, cet occupant ne considère plus les forces de l'ordre françaises comme suffisamment loyales pour les utiliser comme auparavant dans la lutte contre la résistance. À partir de là, même si la milice, dont François a parlé tout à l'heure, reste jusqu'au bout fidèle au régime de Vichy et à travers lui à l'occupant, eh bien, son combat contre la résistance va se dérouler désormais largement de façon parallèle. Pour mémoire, donc, la milice est issue donc, du service d'ordre légionnaire, autrement dit du bras armé de ce qu'on appelle la Légion française des combattants, qui était censée, depuis l'été 40 déjà, rassembler toutes les associations d'anciens combattants et porter la bonne parole de la révolution nationale voulue par le maréchal Pétain. Ce sol, qui a été créé par Joseph Darnan, dont François a parlé encore tout à l'heure, se détache en fait de cette Légion des combattants et devient la milice en janvier 1943. À partir de là, elle va être dotée d'un très gros budget. Elle est organisée un peu comme le parti nazi, avec une franc-garde armée et qui est encasernée. Et puis, elle va faire fonction donc, de police supplétive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'elle mène, c'est un combat acharné donc, contre tous les ennemis réels ou supposés du régime de Vichy, et qui sont très largement partagés avec les Allemands. Alors, comment mène-t-elle ce combat acharné ? Eh bien, tout simplement en les faisant condamner et exécuter par ses cours martiales, mais surtout en les assassinant purement et simplement. Les ministres, notamment Jean Zay ou encore Georges Mandel, les anciens ministres, pardon, vont en faire cruellement les frais en juin et puis en juillet 1944. Et puis, même si l'occupant, je le disais, se fait, on va dire, ne fait plus que très modérément confiance à ses forces de l'ordre françaises, il fait quand même ponctuellement appel à elle, et notamment à la milice, ponctuellement, pour l'assister dans ses opérations répressives, comme ce sera le cas sur le plateau des Glières en février, ou encore dans le Vercors en juillet 1944. Pour autant, il ne faut pas se méprendre sur la hiérarchie des responsabilités. En dépit des pires exactions commises par la milice, qui chasse encore une fois les réprouvés, qui torture les résistants et qui, d'une façon générale, en fait, terrorise toute la population, eh bien, la radicalisation des violences subies par les populations civiles pendant cette dernière année d'occupation se joue surtout du côté allemand. En fait, le schéma répressif dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai rappelé les principaux traits jusqu'en juin 1943, il est revu et il est réorganisé la dernière année d'occupation pour servir plus efficacement la cohérence des nouveaux buts de guerre allemands, à savoir le besoin de main-d'œuvre concentrationnaire pour servir bien sûr l'économie de guerre allemande, et puis aussi la radicalisation de la lutte contre la résistance, qui encore une fois est désormais perçue comme un problème militaire et plus seulement comme un problème policier. Ça va marquer, cette évolution va marquer en fait la fin d'un équilibre relatif que j'ai évoqué tout à l'heure entre un dispositif judiciaire
allemands. Ce sont des tribunaux militaires allemands qui avaient très largement la répression des opposants entre leurs mains. Et puis d'autre part, donc un équilibre qui existait entre ce dispositif judiciaire et puis un dispositif déjà extrajudiciaire au sein du service du dispositif répressif allemand, mais qui était très ciblé. Ce qui veut dire que, alors qu'elles étaient jusque-là finalement restées assez exceptionnelles et qu'elles ne ciblaient pas spécifiquement forcément les résistants, les déportations extrajudiciaires massives, cette fois-ci de tous les adversaires de l'Allemagne, vers le système concentrationnaire nazi, va devenir l'outil principal de répression. Pour vous donner un ordre de grandeur, de septembre 1943 à août 1944, 19 convois, composés le plus souvent d'une vingtaine de wagons de marchandises et puis d'au moins 1000 détenus, vont déporter près de 29 200 personnes. Et le débarquement en Normandie ne va pas signer du tout l'arrêt de ces départs, puisque ce chiffre-là nous mène jusqu'en août 1944. Ces déportations massives, en fait, elles participent à l'époque de plusieurs programmes. Je parlais ici des buts de guerre allemands qui prévalent. Eh bien, elles participent de plusieurs programmes de prélèvement de la main-d'œuvre destinés, encore une fois, à alimenter l'économie de guerre allemande. Les départs, notamment vers les camps de Buchenwald-Dora, visent par exemple à fournir des ouvriers à l'usine qui fabrique les armes secrètes, les fameux V1 et V2. Et puis, les départs vers d'autres camps, comme Gusen ou Ebensee ou encore Mauthausen, eux servent à alimenter notamment le programme d'enfouissement des chaînes de production stratégiques allemandes. Mais ces déportations massives ne répondent pas simplement à des objectifs économiques. Elles répondent aussi à des objectifs sécuritaires et donc elles visent à réprimer les résistants, mais aussi ceux qui les soutiennent et ceux qui doivent expier, entre guillemets, leurs crimes. Dans les premiers convois du second semestre 1943, la part des résistants, du coup, augmente considérablement jusqu'à constituer le groupe essentiel de ces convois à partir de janvier 1944. Les victimes de ces déportations de répression sont en fait puisées à l'époque dans 3 réservoirs principaux de détenus. D'abord les résistants gaullistes et communistes, en particulier ceux qui font partie de la branche politique du Parti communiste clandestin, puisque ceux qui font partie de la branche armée, eux, continuent, j'y reviendrai tout à l'heure, à être massivement jugés et condamnés à mort en France occupée. Deuxième vivier, les raflés, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de représailles imposées à la population dans le cadre de ce que les Allemands appellent la lutte contre les bandes, c'est-à-dire grosso modo contre les maquis. Et puis enfin, on a un troisième vivier qui sont les détenus qui ont été condamnés par les sections spéciales françaises, c'est-à-dire par la justice d'exception française, et que Vichy va livrer aux Allemands en 1944. Reste que, encore une fois, si la présence d'un nombre, encore une fois, croissant de résistants et de résistantes dans ces déports massifs brouille les aiguillages répressifs dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'y met pas pour autant complètement fin. La police allemande, donc cette fameuse IPO-SD qu'on a tendance en France à réduire à la Gestapo, elle continue en effet à opérer un tri entre les résistants et à appliquer aux plus dangereux, en tout cas à ceux qu'elle considère comme les plus dangereux, un certain nombre de procédures plus ciblées. Ceux-là ne sont pas déportés dans ces convois massifs. Ça explique en fait que, encore une fois, que des suspects qui ont été arrêtés ensemble dans les mêmes affaires ont pu être victimes de procédures de nature différente. Alors, la première de ces procédures ciblées vise en fait des résistants qui ont été placés en détention administrative par la police, la IPO-SD, mais que cette police a choisi de ne plus renvoyer devant la justice militaire, qui jusque-là en avait principalement la charge, mais néanmoins les juge trop dangereux pour pouvoir être mis dans ces convois massifs, et donc elle les classe dans une procédure spécifique qu'on appelle la procédure NN-Gestapo, c'est-à-dire que ces résistants vont être déportés dans de petits convois, directement vers le système concentrationnaire nazi, où on va leur appliquer des dispositifs de détention bien plus sévères que les autres déportés. Ces déportés-là, qu'on appelle donc les NN-Gestapo, ils sont déportés donc de plus en plus régulièrement vers Natzweiler, donc en Alsace annexée, à partir d'août 1943, avant d'être redirigés vers d'autres camps dans le Reich. C'est par exemple dans un de ces convois NN-Gestapo qu'est déporté Edmond Michelet et le groupe combat auquel il appartenait, donc en septembre 1943. Les femmes, qui elles aussi peuvent être classées dans cette procédure NN-Gestapo, sont pour leur part, la plupart d'entre elles, internées au camp de Ravensbrück. Ça a été notamment le cas de Germaine Tillon en octobre 1943.
Au total, ce sont environ 1500 déportés qui font les frais de cette procédure entre juillet 1943 et avril 1944. Numériquement, ils sont probablement à peu près aussi nombreux que les résistants qui continuent à être jugés en France occupée pendant la même période. Incontestablement, donc, si vous vous souvenez des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur ces fameux convois massifs qui deviennent majeurs dans le dispositif répressif, incontestablement, donc, le nombre de condamnés pèse désormais peu dans le total des victimes de violences allemandes commises en France occupée. Et pourtant, même si, encore une fois, cet outil n'est plus, depuis l'été 1943, l'outil principal utilisé pour réprimer les résistants, et plus largement tous les civils qui s'opposent à l'ordre allemand, cette justice militaire, elle demeure aussi un instrument structurant du schéma répressif allemand jusqu'à la fin de l'été 1944. La dernière année d'occupation voit ainsi la terreur judiciaire atteindre son paroxysme. Au total, 60% des personnes qui ont été fusillées en France occupée à la suite d'une condamnation à mort prononcée par un de ces tribunaux militaires allemands, l'ont été entre août 1943 et août 1944. Alors, je vous ai mis ici un des graphiques que j'ai produit dans le cadre de mes travaux. On voit que mensuellement, alors la courbe qui fait un pic la dernière année d'occupation correspond aux peines de mort, qui est la courbe qui est en rouge et qui monte donc qui monte en flèche, donc la dernière année d'occupation. Pendant cette dernière année d'occupation, mensuellement, le nombre de condamnations à mort prononcées donc par ces tribunaux passe en moyenne de moins de 50 à plus de 130 et celui des exécutions de moins de 40 à plus de 120. Au cours des premiers mois de l'année 1944, cette répression judiciaire allemande, elle franchit même encore un nouveau palier, que le débarquement, encore une fois en Normandie, ne fait que radicaliser en conférant aux jugements qui sont rendus à ce moment-là et qui sont immédiatement exécutés un caractère expéditif de plus en plus marqué. Ces tribunaux allemands vont ordonner environ 900 peines capitales au cours des 4 premiers mois de l'année 1944, et ce sont encore plus de 350 condamnations à mort qui sont prononcées et 325 exécutées en juin-juillet 1944. Donc ça reste un instrument auquel les Allemands ne renoncent pas en dépit de ces déportations massives. Suivant une tendance qu'on constate en fait depuis l'automne 1942, j'y faisais allusion tout à l'heure, les francs-tireurs et partisans, c'est-à-dire pour aller vite la branche armée de la résistance communiste, qui sont jugés en fait par les Allemands doublement coupables, à la fois pour leurs actions armées qu'ils déclenchent depuis l'été 1941, et puis aussi pour leur engagement idéologique, sont les principales cibles de ces violences judiciaires. C'est ce qui explique qu'ils sont bien moins présents dans les convois massifs de déportés. Ils représentent en revanche près de 50% des fusillés et leur taux d'exécution est sensiblement plus important que celui des autres condamnés à mort. Le dernier grand procès-spectacle, celui dit du groupe Manouchian, en témoigne. Loin d'être exceptionnel, en fait, on regarde la jurisprudence qui prévaut depuis plus d'un an déjà. Le verdict rendu le 18 février 1944 contre donc les 23 FTP-MOI qui le composent a servi en fait de prétexte, et ça c'est moins commun durant l'occupation. Il a servi de prétexte à une gigantesque opération de propagande, non pas qu'il n'y ait pas eu d'autres opérations de propagande, mais ce procès a été public et il y en a davantage qu'on ne le pensait jusqu'à présent, mais néanmoins la plupart restent, ces procès se font à huis clos, et donc il va donner lieu à une gigantesque opération de propagande. Vous avez un exemple ici qui est projeté, qui va être destiné à discréditer la résistance désignée, je cite, à l'époque comme une armée de terroristes juifs et immigrés à la solde de l'Angleterre et du bolchevisme russe, et c'est donc cette fameuse affiche rouge qui a été placardée sur tous les murs de France occupés, diffusée aussi massivement sous forme de tracts, qui sert de point d'orgue ici à cette campagne de propagande. Mais à compter de l'automne 1943, un nombre croissant, et on a une évolution quand même qui se produit, puisqu'on a un nombre croissant de résistants qui sont liés à des organisations cette fois-ci non communistes, mais qui pratiquent aussi de plus en plus l'action directe et armée, qui vont à leur tour être renvoyés devant les tribunaux de l'occupant. À cela s'ajoute un nombre non négligeable de maquisards, et si jusque-là un certain nombre de résistants non communistes, même si c'était très rare, avaient jusqu'ici échappé aux condamnations à mort en cas de procès, ça n'est désormais plus le cas. Les Allemands font quasiment plus de différence entre les uns, qu'ils soient communistes ou non. C'est par exemple le cas de 30 combattants du maquis du Bois-Safré, en Loire-Inférieure, qui vont être jugés et condamnés à mort le 29 juin 1944, donc on est quasiment un mois après le débarquement de Normandie, par le tribunal de la Felcommentour de Nantes.
Et puis, dernier élément, la généralisation de ces convois massifs dont je parlais tout à l'heure n'a pas non plus entraîné la suspension donc, de ces petits convois destinés aux civils condamnés par la justice militaire allemande à purger leur peine en Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, on a des procès qui se poursuivent en France, des opposants qui sont condamnés à parfois de peine de prison de quelques mois, parce qu'ils ont injurié des soldats allemands, parce qu'ils ont distribué un tract, ou tout simplement parce qu'ils se trouvent en possession d'un tract qu'ils ont ramassé dans la rue, peuvent être condamnés à quelques mois, voire quelques années de réclusion, et ils sont envoyés en Allemagne pour y purger leur peine. Là, cette mesure, en fait, elle touche environ 1300 personnes la dernière année d'occupation, c'est-à-dire plus qu'au cours des années précédentes. Et puis l'occupant continue par ailleurs à recourir à un autre classement, un autre dispositif répressif qu'on appelle cette fois-ci non pas les NN Gestapo, mais les NN Wehrmacht, c'est-à-dire à déporter en principe dans la perspective d'un jugement en Allemagne, des auteurs d'actes graves contre la sécurité de la puissance occupante, mais que les juges considèrent ne pas pouvoir condamner à mort suffisamment rapidement, et qui donc les envoient en Allemagne ou contre lesquels ils n'ont pas suffisamment de preuves, et donc qu'ils envoient en Allemagne en principe dans la perspective d'un jugement. Là encore, ce sont environ 1400 civils qui sont visés par cette procédure, la dernière année d'occupation, et qui sont dirigés pour la plupart vers le camp d'Inzert, puis vers celui de Natzweiler, dans l'attente d'un éventuel procès. Par exemple, le chef de l'armée secrète, Charles de Lestrin, de même que ses camarades comme Joseph Gastaldo, André Lassagne, Émile Schwarzfeld, vont en faire les frais en mars 1944. Et puis, face à la recrudescence de ces activités de résistance armée, qui, avec le développement des maquis, gagnent désormais les zones rurales, les autorités militaires estiment désormais qu'il n'est plus possible de s'en remettre seulement aux méthodes policières de la ZIPO-SD, qu'elles débouchent ou pas sur une procédure judiciaire pour traquer les opposants. Ce qui veut dire qu'elles vont commencer aussi à lancer, à partir d'automne 1943, de véritables opérations militaro-policières d'envergure croissante contre les zones réputées, et je reprends le vocabulaire allemand, infestées de bandes terroristes. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, et pourquoi ? Parce qu'au moment même où le front de l'Ouest retrouvait une place centrale dans le dispositif répressif allemand, encore une fois, dans la perspective de cette invasion britannique et américaine, il convenait pour les Allemands de ne pas laisser se développer en France des foyers de résistance qui, en cas de débarquement anglo-américain, risquaient de créer un second front à l'arrière des armées allemandes. Ce qui fait qu'à partir du mois de février 1944, les opérations lancées contre les maquis vont changer d'échelle et épargner de moins en moins les populations civiles. De nombreuses interventions de la Wehrmacht le prouvent. Alors, c'est le cas notamment, alors je ne sais pas si vous voyez les petits numéros qui s'affichent ici sur la carte. L'opération Corporale, par exemple. Alors, les premières que je cite sont la première est menée dans l'Ain. C'est le numéro 3 ici sur la carte, qui a lieu entre le 5 et le 13 février 1944. L'opération Haute-Savoie, c'est le numéro 5 sur la carte, qui est menée sur le plateau des Glières, la dernière semaine du mois de mars 1944, j'y faisais allusion tout à l'heure, mais aussi ce qu'on appelle l'opération Bremer, c'est le petit 6, alors cette fois-ci on est en Dordogne et on change de territoire, et en Corrèze, entre le 25 mars et le 15 avril 1944, et puis enfin, une très grosse opération, l'opération Printemps. Les titres, évidemment, sont les noms d'opérations données par les Allemands, qui va être menée à nouveau dans l'Ain et le Jura entre le 7 et le 18 avril 1944. Toutes ces opérations, en fait, qui ont des allures de campagne militaire, en réalité, s'apparentent de plus en plus souvent à des expéditions punitives, ponctuées de massacres de civils, de pillages, de destruction et de déportation. Cette lutte contre les bandes, telle qu'elle est désignée par les Allemands, rappelle désormais, à certains égards en tout cas, la guerre contre les partisans, telle qu'elle est menée depuis 1941 en Europe de l'Est. À la suite du débarquement en Normandie, les confrontations directes entre résistants et occupants vont s'intensifier à l'arrière du front. Alors certes, le nombre de résistants tués dans le cadre de ces affrontements dépasse désormais celui des civils non combattants qui sont abattus. Néanmoins, il s'accompagne, et vous le savez, plus que d'autres probablement, d'un déchaînement de violence à l'encontre des populations civiles qui ne se limite pas au seul massacre d'Oradour-sur-Glane, même si, on le sait, par son ampleur, celui-ci ne connaîtra pas d'autres équivalents en France.
je ne sais pas quelle carte on a, oui. On estime aujourd'hui que ces massacres ont provoqué, donc on est là pour l'instant, avant la première carte ici, qui est ici, donc vous présente ces massacres avant le 6 juin 1944, mais on estime aujourd'hui que si on prend la deuxième carte, il faut que tu changes de... Ah oui, elle est sur la même diapo, pardon, je ne vois pas bien sur le diaporama. On estime aujourd'hui que ces massacres ont provoqué la mort de 5 000 à 12 000 civils non combattants. Et si aucune zone du territoire métropolitain n'a échappé à ces violences, comme on peut le voir sur ces cartes, les zones les plus touchées sont la Normandie, la Bretagne, le Sud-Ouest, les Alpes et le Centre. Bon, j'ai peut-être pas le temps de revenir sur les facteurs de radicalisation qui expliquent cette montée de violence. On pourra y revenir éventuellement si vous avez des questions là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, je disais que ces opérations militaro-policières prennent des allures de la guerre des partisans telle qu'elle a été conduite à l'Est. Mais quand même, aussi terribles soient-elles, ces atrocités commises en France par l'occupant ne témoignent pas pour autant, comme à l'Est, de l'abolition, en tout cas au même degré qu'à l'Est, de la frontière entre combattants et non-combattants, entre hommes et femmes, adultes et enfants, et les massacres en fait à grande échelle de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont été commis, vous le savez évidemment, à Oradour-sur-Glane, mais aussi à Marsoulas ou encore Bagnères de Bigorre, à Buchères, à Vassy-en-Vercors, ont été globalement bien plus rares que ce qui s'est produit à l'Est. Puis par ailleurs, le discours qui a été tenu aux populations civiles d'Europe de l'Est, notamment par des méthodes de mise à mort particulièrement atroces, qu'on pense aux fusillades en pleine rue ou aux pendaisons publiques, fortement ritualisées, là encore, n'ont pas été repris, en tout cas massivement en France, même si ça a existé, mais c'était resté plutôt exceptionnel, notamment lors du massacre de Tulle, comme vous le savez. Maintenant, si j'en reviens aux grands équilibres qui caractérisent le schéma répressif allemand en 1944, ces grands équilibres, en fait, n'ont pas fondamentalement été modifiés par le débarquement en Normandie, en fait, en dépit, encore une fois, de l'augmentation exponentielle, en revanche, du nombre de victimes civiles dont j'ai parlé. En revanche, la victoire des Alliés dans la bataille de Normandie, à la suite de la percée d'Avranches, opérée dans la Manche par les troupes américaines, va conduire à une simplification de ce schéma, mais pas à son abandon. Le repli des troupes et des services allemands qui s'ensuit va mettre en effet, en particulier assez rapidement fin aux procédures de la justice militaire allemande. Mais ce repli ne signe pas du tout, en revanche, l'arrêt des déportations massives et des exécutions sommaires. L'occupation va s'achever du même coup dans de nombreux départements par de terribles bains de sang, comme à Gouesnou, en banlieue de Brest, le 7 août, ou encore à Maillet, en Indre-et-Loire, le 25 août, où l'on déplore 124 victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Et puis, leur déportation ne pouvant plus être organisée, manque de transport, etc., les Juifs vont tout faire, ceux qui sont considérés comme Juifs, bien sûr, et par Vichy et par les Allemands, font tout particulièrement les frais de ces exactions pendant la retraite allemande. Dans le Rhône, ce sont près de 220 d'entre eux qui vont être assassinés par les Allemands à Saint-Genis-Laval et à Bron les 20 et 21 août 1944. Et puis, pour éviter leur passage dans le camp adverse et continuer à exploiter leur force de travail, l'occupant ne libère pas non plus les détenus qui sont dans ces prisons et dans ces centres de détention donc en France occupée au moment de la retraite, ce qui fait que la plupart vont être déportés coûte que coûte. Entre août et novembre 1944, il y a au moins 10 600 personnes qui sont encore dirigées vers le Reich dans des convois massifs. Outre les derniers convois de la région parisienne, d'autres vont ensuite se former depuis les zones de repli successives des Allemands, en particulier à l'est du territoire. Au dispositif en fait répressif qui était formé jusqu'ici par les camps de Compiègne et de Romainville, qui permettaient ensuite d'acheminer ces déportés massivement vers le Reich, va se substituer la formation de convois là où les Allemands le peuvent, au fur et à mesure de leur retraite, et ils vont s'appuyer notamment sur les camps de Natzweiler, puis de Schirmeck en Alsace, encore une fois, pour continuer à déporter massivement donc vers le Reich. Et on a même des déportations qui vont se produire encore depuis Colmar, en zone annexée, donc au début du mois de février 1945. Signe de l'emballement tragique de ce moment répressif, les victimes de la répression et les victimes de persécutions raciales vont se côtoyer pour la première fois régulièrement dans ces ultimes convois. Même chose pour les hommes et les femmes qui jusqu'ici partaient dans des convois distincts qui désormais sont susceptibles de partir ensemble. Certains, par ailleurs, continuent à être déportés dans des conditions plus sécurisées et vers des destinations spécifiques. C'est-à-dire que, encore une fois, les mesures visant certains groupes considérés comme plus dangereux vont
continuer à faire l'objet de ces procédures spécifiques. Et puis d'autres, tout simplement, vont être délibérément éliminés sur place. En témoigne l'ordre d'exécuter, par exemple, tous les résistants du réseau Alliance, où qu'ils soient, qui a été diffusé en novembre 1944. Et puis en témoigne aussi, en amont déjà, l'exécution sommaire d'environ 600 détenus politiques, extraits des prisons de Caen, de Rodez, de Nice, de Cahors, de Carcassonne ou encore de Brest. Tout ça pour dire que la simplification du dispositif répressif au cours des derniers mois de l'occupation n'a pas conduit à un abandon de tous les principes que le structuraient jusqu'ici, notamment, encore une fois, n'a pas mis fin au traitement ciblé des résistants considérés comme les plus dangereux, et surtout, l'urgence de la situation n'a pas du tout empêché un redéploiement du système répressif allemand à l'est du territoire français, encore occupé. Alors, j'en termine là, avant de donner la parole à nouveau à François Rouquet, parce que pour comprendre la toile de fond de cet emballement des violences allemandes au cours des derniers mois de l'occupation, il faut revenir sur la libération et son corollaire, c'est-à-dire les débuts de l'épuration. Alors, un mot sur la libération et les débuts de l'épuration. Il faut bien comprendre que la libération du pays, elle s'effectue selon 3 modalités différentes. Alors on a tous en tête le modèle de l'insurrection célébré par le général de Gaulle à Paris. Paris martyrisé, Paris libéré, voilà, une chose qui est magnifique. Il y a eu une insurrection à Paris, c'est incontestable, mais finalement, ça ne se passe de cette manière-là qu'à Paris, à Marseille, à Lille, à Limoges et à Thiers. Alors sans doute, la présence de la capitale, Paris, et puis de Marseille, de Lille, a eu un effet dans l'usage politique de ces insurrections, et c'est sans doute ce qui explique le succès après la guerre de cette image d'un pays libéré par lui-même. Voilà. J'ai une diapo quelque part, voilà, appel à la grève générale le 11 août 1944, et puis d'abord une grève, et puis ensuite une insurrection. Bon, ça a été le cas dans quelques grandes agglomérations. Deuxième cas de figure, la libération comme résultat conjoint à la fois des actions de harcèlement des FFI et de l'ordre de retraite allemand, puisque les Allemands vont, le 17 août 1944, avoir pour ordre de battre en retraite. Et là, la participation populaire demeure dans ce cas de figure plus souvent assez limitée. Troisième cas de figure, enfin, c'est les plus nombreuses, d'autres cités sont libérées de facto par le départ sans combat des Allemands, ou après une opération militaire alliée, mais sans que la résistance locale peu nombreuse, ou mal armée, ou indécise, ne participe vraiment au combat de manière significative. Et donc, je renvoie à cet ordre de retraite de l'OKW, le 17 août 1944. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de troupes alliées dans un grand quart sud-ouest et dans le Massif central. Les Allemands s'en vont tout seuls. Mais partout, en revanche, et ça c'est très important, et à l'exception évidemment des zones qui ont été totalement ravagées par les bombardements ou par des combats très, très, très intenses, et où la population a été évacuée, c'est le cas de la Normandie, à Caen, Saint-Lô, Saint-Malo, Le Havre, Brest, Lorient, eh bien, à l'été 1944, ce qui est important, c'est que la libération devient un intense moment collectif. Et intense moment collectif, ça veut dire que il y a on voit ça partout, ces manifestations de reconquête des lieux symboles du pouvoir, la place de la mairie, l'hôtel de ville, le marché, la caserne, la place de l'église. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, je dis un mot sur l'épuration quand même, si en plus c'est mon précaré, ce serait quand même bête. Au fur et à mesure de la libération du territoire, donc, l'épuration est une des tâches prioritaires pour la population, d'ailleurs bien plus que pour le nouveau gouvernement qui a beaucoup d'autres choses à faire. Et pour lui, la priorité, c'est que le pays se remette en route, surtout économiquement. Mais cette épuration, donc, elle peut être pratiquée par tous. C'est une urgence dans les premiers jours, qui transforme finalement cette demande de justice
en chasse aux collaborateurs et aux Allemands, il y en a encore beaucoup, enfin il y en a qui restent, qui sont éventuellement cachés dans les environs. Alors là, on va voir cette image de la place de l'Hôtel de Ville. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un homme tondu, c'est rare. Il y en a quelques-uns. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a... Alors oui, il est vraiment cloué au pilori, et on voit en dessous, c'est un membre de la LVF, la Légion des volontaires français, qui donc allait se battre sous uniforme allemand à l'Est, et il brandit une pancarte « J'étais un LVF ». Voilà. Et on voit bien cet engouement populaire autour de cette participation finalement à la reconquête de la place de l'Hôtel de Ville. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde, et ça se passe comme ça dans pas mal de villes. Bon. Je vais pas parler de l'Empire parce qu'on n'a pas le temps, mais il va de soi que l'Empire étant libéré avant la métropole, il y a déjà tout un ensemble de mesures qui sont prises, notamment concernant les responsables, les gouverneurs généraux, des gens qui ont été mouillés avec Vichy, mais en même temps, on préfère garder l'Empire, garder la structure, plutôt que de les épurer, même s'il y en a quelques-uns qui sont condamnés. Je passe rapidement, je finis sur la métropole. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que on a souvent eu l'attention retenue par les attentats contre l'occupant, mais en fait, ceux qui sont menés contre les collaborateurs sont bien plus nombreux. Pourquoi? Mais parce que ce sont des cibles plus faciles et qui surtout ne provoquent pas les mêmes représailles, comme Gaël nous l'a exposé, les mêmes représailles donc des autorités allemandes. Et c'est la raison pour laquelle les exécutions de collaborateurs ont lieu un peu partout sur l'ensemble du territoire, alors notamment les membres de la milice française, qui sont particulièrement visés par la résistance, parce qu'en plus, ils connaissent très bien le terrain, mieux que les Allemands. Leur engagement est radical, ils sont d'une brutalité qui ne l'est pas moins, et la milice est crainte et en même temps haïe. Et on va, en punissant les miliciens, souvent dissuader les adhésions. Alors tout cela est relayé par la radio Londres, qui invite à liquider les traîtres. On va organiser des coups de main ici et là. Dès 1943, même avant, on a le chef de la milice des Bouches-du-Rhône qui va être abattu le 28 avril. Philippe Henriot, alors qui est le plus connu des miliciens, puisque c'est un grand orateur et qui fait beaucoup de propagande à la radio pour Vichy et pour les Allemands, qui est d'un anticommunisme tout à fait exceptionnel. Voilà, lui va être l'objet d'un attentat organisé par la résistance. Il sera assassiné. Là, on voit sa dernière image, donc avant son assassinat, alors qu'il accompagne un train de jeunes gens qui partent en Allemagne. Au printemps 1943, Otto Abetz, donc, qui est l'ambassadeur d'Allemagne, explique dans un rapport qu'il y a 300 miliciens qui sont tombés sous le coup de la résistance. Au printemps 1943, il y a des listes noires qui sont diffusées, des lettres de menaces, ce genre de choses. Bien avant la libération, des cercueils, des petites balles, des dessins comme ça. Alors vous voyez un tract anti-collaborateur qui vient du Calvados. En haut, on peut lire « Drognou, sois sûr, ton compte est réglé, les collaborateurs seront pendus ». Voilà. Alors, quand on reçoit ça dans sa boîte aux lettres, on commence quand même à avoir peur. Et c'est l'effet recherché. L'épuration est très utilisée comme arme psychologique pour évidemment effrayer les collaborateurs. Et ça marche assez bien. Et puis il y a aussi des listes qui sont énoncées dans une émission qui s'appelle La mise au pilori. Donc au pilori, à la radio Londres, on donne les noms des gens. Voilà. On dit, ben voilà, vous êtes sur la liste. Alors, évidemment, ça effraie beaucoup de collaborateurs. Tous les secteurs sont touchés. Il y a, par exemple, dans l'organe des mouvements unis de résistance de Saône-et-Loire, il y a une rubrique qui est intitulée « Salopards et compagnie ». Même à la Sorbonne, il y a une liste noire qui est publiée par le Front National Universitaire, qui n'a rien à voir avec le Front National qu'on connaît, qui était le front des universitaires communistes. Voilà. Bon, bref, l'idée, c'est vraiment de faire peur. Et alors, il y a une affaire, et puis je ne serai pas plus long, il y a une affaire qui vraiment
si vous me permettez l'expression, fiche une trouille terrible aux ministres, vraiment aux grands responsables de Vichy. C'est la condamnation à mort de Pierre Pucheux, le 11 mars 1944, et son exécution 9 jours plus tard, le 20 mars. Pierre Pucheux, c'est celui qui a couvert les sections spéciales, enfin qui a vraiment, au moment des premiers attentats dont Gaël parlait, qui a vraiment organisé tout ce système juridique aussi avec Barthélemy, enfin bon, qui permettait d'aller chercher des communistes déjà jugés pour les rejuger avec donc une loi rétroactive, et voilà, bon, en fait on cherchait des otages. Donc il est absolument honni, évidemment, par les résistants. En plus, c'est quelqu'un de très malin qui a essayé d'aller à Alger quand il a vu que les choses tournaient, donc il pensait s'en tirer, puis en fait, il s'en tire pas du tout. Et, alors, comme on est en mars 1944, là, je peux vous dire qu'il y a un vent de peur qui circule chez tous les responsables de Vichy, tous les gens qui ont été dans les ministères, parce que là, on l'a carrément exécuté, alors qu'il avait essayé pourtant de rallier Alger. Voilà, je vais m'en tenir là. Alors, il y a une chose, il y a quand même deux conceptions, et je finis là-dessus. Il y a deux conceptions dans l'épuration. Alors, on a tous en tête, mais on pourra en reparler peut-être après. Les Allemands. Comment ? Les Allemands. Les Allemands. T'avais un petit truc à dire ? Oui, mais attends, j'ai pas fini. Deux conceptions d'épuration. Il y a la conception de la France libre, qui, de Londres, ne se rend pas bien compte de ce qu'ont représenté ces 4 années d'occupation, d'humiliation, de pénurie, enfin, toutes les petites avanies du quotidien, enfin, vous imaginez, bon. Et puis les grosses. Et ça, c'est donc une vision au nom de laquelle la France libre pense plutôt à une épuration comme étant un passage obligé, voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement, dans un projet plus vaste de refonte et de reconstruction du pays. Et puis, il y a la résistance intérieure, qui a un programme plus révolutionnaire, le fameux programme du CNR, qu'on est en train de détricoter d'ailleurs aujourd'hui depuis une bonne vingtaine d'années, toutes les mesures sociales qui ont été prises après-guerre. Eh bien, la résistance intérieure, pour laquelle qui considère que l'épuration est un préalable absolu à tout projet d'avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tout, enfin, qui ressort vraiment de toutes les sources possibles liées à la population. Il faut absolument punir ceux dont la collaboration, d'une manière ou d'une autre, a donné ce que vous a expliqué Gaël. Voilà. Et ça, c'est très important. Et ce qui montre aussi qu'on a beaucoup de... Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il n'y a pas de spontanéité là-dedans. Les gens qui sont, et notamment les femmes tondues, alors c'est un autre sujet, on n'a pas le temps d'en parler, mais on le savait avant, c'était prévu. Parce qu'il y a eu toutes ces menaces. On savait bien que monsieur Machin, madame Trucmuche fricotaient avec les Allemands, et alors on leur disait pas, mais c'était su. Voilà. Alors côté allemand, on a encore 2 minutes, Babette, ou pas ? Oui. Bon, côté allemand, il y aura aussi des condamnations pour les crimes de guerre. C'est-à-dire que dès 1944, donc avant même la libération du territoire, eh bien, on va voter une première loi sur les crimes de guerre ennemis, et puis une seconde plus tard, en 1948. Voilà. Et on va donc chercher à punir ces gens qui ont fait du zèle. Alors on avait plein de choses à dire, mais moi je préfère peut-être qu'on discute et puis qu'on s'adapte après à votre demande éventuellement. Je vous montre, alors ça c'est des chiffres de l'épuration, mais voilà une liste dans l'Assemblée nationale d'octobre 1953, ouais. Voilà, des gens qui étaient encore dans les sphères de la justice française. Je vous propose qu'on s'en tienne là, puis qu'on réponde à vos questions. Ça, ce sera mieux que... Change de dépôt. Et la dernière. Ouais. Ah oui. Je vais passer un petit peu de pub. Il n'y a pas tous nos bouquins, mais voilà, on en a mis 4. Un grand merci à nos intervenants. Et puis voilà, la parole est à la salle. On a du mal à vous voir. Ah oui. Bonsoir. Il y a un qui commence.
Je voudrais revenir sur la fin, donc sur l'épuration, par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur justement la non-épuration? C'est le titre d'un travail qui est sorti l'année dernière de Annie Lacroix, entre 43 et 5, je crois que ça portait sur la période 43-50, où elle démontre que justement ce que vous avez évoqué, le souci et la nécessité de faire repartir le pays et de faire fonctionner le pays à la fois au niveau économique mais aussi au niveau de l'administration, fait qu'il y a eu une épuration au quotidien un peu sauvage, mais que les grands commis, notamment de l'État, et l'exemple le plus parlant évidemment c'est Papon, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et elle a un travail très important sur ce qu'elle appelle la non-épuration. Oui, tout à fait. Vous avez les chiffres là, vous voyez. En haute cour, sur 108 jugements, alors la haute cour, ça concerne les ministres, vraiment les gens, l'élite. Il y a 3 exécutions. De Brinon, Darnan et Laval. Voilà. Alors, c'est tout un débat qui est chargé parce que cette notion de justice, elle est évidemment, comme souvent, mais a fortiori en matière politique, elle est difficile à démêler. Alors vous le dites, c'est vrai qu'il y a cette nécessité de remettre en marche le pays. On a aussi un parti communiste qui est extrêmement puissant à l'époque. Dans les premières élections, ça représente 26% des votes. Donc on a une espèce de force révolutionnaire, ou en tout cas pseudo-révolutionnaire, qui pousse beaucoup à punir un peu tout le monde. Alors moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il est vrai que dans tous les cabinets ministériels, je m'étais amusé à faire le détail, il n'y a pas du tout de punition. Sont punis les gens qui sont visibles. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. D'où les punitions sexistes des femmes, qui sont épouvantables, hein, parce que ça se voyait. Bon. Mais les gens qui travaillaient dans les ministères, qui étaient conseillers, qui étaient chefs de cabinet, moi j'avais fait le compte, je ne sais plus, il y avait ça représenté 3 frères. Et en plus, ce sont des gens qu'on retrouve dans le Bothamandin, dans le Rousebou, qui ont la Légion d'honneur plus tard. Bon. C'est le cas de Bousquet, c'est le cas de plein de gens. Alors après, on peut aussi s'interroger jusqu'où placer le curseur. On a fait ce bouquin avec Fabrice Virgili, on a bossé longtemps là-dessus sur les Françaises, les Français. L'épuration, c'est une vision d'en bas. Et notre conclusion, c'est quand même qu'elle est plutôt bien faite, ou en tout cas pas trop mal, si tant est que ce type de processus puisse être bien fait, entendons-nous. Mais compte tenu de la situation du pays, des structures qu'il faut mettre en place, de l'état quand même catastrophique de l'économie, finalement, il y a quand même il y a des débordements, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a à peu près un peu moins de 10 000 morts, 9 000 et quelques. Bon, tout ça est évidemment approximatif. Mais sur ces 9 000 morts, il y en a les 3/4 qui sont tués, comme je le disais tout à l'heure, pendant les opérations de guerre. C'est-à-dire que des morts après la libération, il y en a 2000, un peu plus de 2000, 2500. Quoi. Ce qui finalement peu, c'est toujours de trop moralement, entendons-nous, hein, mais finalement c'est assez peu compte tenu de l'ampleur de la catastrophe que représente la guerre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés. Alors il y en a d'autres, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est tout ce qui est épuration économique, très difficile. On va piquer son usine à Renault, bon, parce qu'il y a une visibilité maximale, hein, à Berliet aussi, à Lyon, mais Berliet, au bout d'un an, on fait un comité de machin, d'organisation, puis au bout de 2 ans, on lui rend son entreprise, et puis voilà, c'est reparti. Et c'est difficile parce que les amendes, par exemple, sont très difficiles à... D'abord, ça demande des comptes d'apothicaires qui sont extrêmement compliqués, et puis il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont profité, enfin, de facto, là aussi, de la présence allemande qui passait des commandes. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées. Et puis il y a une telle inflation qu'il est très difficile d'aller trouver une espèce de mesure qui corresponde à une sanction, comme on pourrait en penser d'une amende. On a une inflation qui multiplie le prix par 13 à peu près, hein, sur l'ensemble de la guerre. Et puis on a surtout un pays qui est dans une situation absolument terrible. L'année 46, c'est la pire... 46, hein,
c'est la pire du point de vue alimentaire dans toute l'Europe, pour des raisons de pénurie, de crise des céréales, de météo. Enfin bon, il y a vraiment une conjonction d'ennuis qui font que en 1946, les gens n'ont jamais eu autant faim. Alors c'est d'autant plus terrible pour eux qu'ils pensaient qu'après la guerre, évidemment, ça irait mieux. Et on est à des niveaux, à Budapest, j'avais travaillé là-dessus, 800 calories par jour. Vous imaginez, dans un pays avec un climat continental, c'est absolument épouvantable. Donc il faut absolument garder ça en tête pour essayer de comprendre aussi le phénomène. Et puis très vite, c'est surtout aussi la guerre froide qui va voilà, la chasse aux nazis, etc., va très vite, va durer 1 an et demi à peu près, c'est Klarsfeld qui dit. Hein. Et puis terminé, après l'ennemi, c'est les communistes, et voilà. Je suis obligé d'aller un peu vite. Hein. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais m'exprimer bien dans les termes que je vais utiliser, mais par rapport à la répression dans laquelle vous parliez, en particulier l'exemple du Vercors avec l'utilisation, avec l'intervention de la franc-garde de la milice et des opérations militaires allemandes, quel était le fonctionnement entre les deux? C'est-à-dire que par rapport à une opération militaire allemande décidée, comment ça fonctionnait? C'est la franc-garde qui, entre guillemets, c'est Vichy, et par rapport entre Vichy et les Allemands sur ces opérations militaires. C'est, j'allais dire le terme, une réquisition des Allemands en disant on a besoin de troupes de la milice pour nous aider dans cette opération, ou c'était Vichy elle-même qui proposait, en tout cas clairement, qui proposait l'utilisation de ces troupes? Les deux. Les deux, mais même si, en revanche, les opérations militaro-policières montées dans le Vercors, Auglières, toutes les opérations que j'ai évoquées successivement, elles sont, les Français n'ont pas leur mot à dire, évidemment, et donc elles sont entièrement programmées par les Allemands. Et en l'occurrence, en termes de dispositifs de commandement, elles sont, alors ça évolue un peu entre l'automne 43 et le printemps 44 et puis l'été, ce sont les militaires qui ont la main sur l'opération elle-même. Donc ce sont les militaires allemands qui en décident. Donc c'est le plus souvent à l'arrière du front, donc c'est le fameux militaire Befehlshaber-Frankreich, le commandant militaire allemand en France, qui dispose encore une fois des droits de la puissance occupante et qui, depuis le mois de... Alors il y a une évolution qui se fait au printemps 44, jusque-là avait perdu, je disais tout à l'heure, ses pouvoirs de police face à la ZIPO-SD, ou à ce qu'on appelle la Gestapo, hein, familièrement, mais qui reprend les rênes et qui, à partir de là, donc, décide des opérations militaro-policières, réquisitionne la ZIPO-SD pour intervenir, réquisitionne la milice et fait intervenir des troupes d'opération, hein, puisqu'un certain nombre d'entre elles, il y a l'aviation qui est utilisée en renfort, donc c'est vraiment des très grosses opérations. En revanche, une fois que les combats sont terminés, hein, les combats directs, les affrontements directs avec les résistants, les maquisards, eh bien à ce moment-là, c'est la police allemande qui reprend la main et qui se charge des représailles et qui décide du sort de tous ceux qui ont été arrêtés. Et encore une fois, de façon un peu étonnante, en tout cas on le savait beaucoup moins jusqu'il y a peu, eh bien, va ou bien les déporter massivement vers le système concentrationnaire, mais une partie d'entre eux vont être triés pour pouvoir être jugés en France, occupés et rendus à la justice militaire. Donc il y a vraiment des échanges de bons procédés entre les policiers et les militaires allemands, rendus à cette justice militaire pour être jugés et faire des exemples, évidemment. Il s'agit de faire des exemples, d'avoir un instrument d'intimidation, de dissuasion, dont ils sont à l'époque encore convaincus. Donc voilà, donc la milice est une force supplétive, hein, auxiliaire, et qui n'a aucun pouvoir décisionnel dans ces opérations. Oui, lors de l'opération, vous avez parlé du focus qui a été fait sur les femmes. Pourriez-vous en dire un peu plus? Quel était le symbole et quel était le but? Vous parlez des femmes tendues? Oui, de manière générale. Oui. Alors, les femmes, disons qu'elles ont souvent été associées aux relations qu'on appelait intimes avec les Allemands. Bon, ça c'est un peu l'image d'Épinal. Alors il y en a eu, bien sûr, hein. 4 années d'occupation avec des jeunes gens qui étaient là, et un déficit masculin français qui était en Allemagne, donc forcément c'est tout à fait normal. En revanche, il y a des nouveaux travaux qui montrent que
il y a aussi des femmes, dans le cadre de l'épuration, qui ont été condamnées à mort. Et on avait vraiment là, pas tellement d'informations, jusqu'à ce qu'un jeune collègue prenne le taureau par les cornes et aille compter dans 60 dépôts d'archives, vous imaginez, dans toute la France, dans les archives, et il en a compté 650. 650 femmes condamnées à mort. Alors autant dire que dans la tradition judiciaire française, on ne condamne pas les femmes à mort, et en plus on ne les exécute pas. Là, non seulement elles ont été condamnées, mais il y en a 45 sur les 650 qui ont été exécutées. Et ça c'est tout à fait neuf. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des femmes qui ont été impliquées, c'est même pas politiquement, hein, c'est vraiment qui ont été, pour être condamnées à mort, il fallait quand même avoir fait des choses extrêmement graves. Il y a un chapitre, il s'appelle Fabien Lestec, sa thèse a été publiée aux éditions du CNRS, il n'y a pas tellement longtemps, et il montre dans un chapitre qu'il y en a une quinzaine qui sont vraiment, qui veulent faire mieux que les tortionnaires hommes. Voilà, leur projet, c'est du féminisme mal placé, mais voilà, et elles sont absolument épouvantables. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est, enfin comme les hommes d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on ne savait absolument pas. Et surtout ce nombre de condamnations très important. Alors après, il y a des gens, il n'y a pas une collaboration, il y a une spécificité de la collaboration féminine qui est liée aux relations intimes avec les amants. Après, il y a un peu tout ce que réserve le quotidien, des dénonciations qui ne sont pas réservées aux femmes d'ailleurs. Mais généralement, c'est vrai qu'elles sont plutôt moins inquiétées. Dans le cas de... Tu peux peut-être en dire un mot, toi, sur... Non ? De quoi ? Sur tes... Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu la même chose. On condamne moins les femmes. Ah, c'est autre chose, ça, c'est pas la même question. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais sinon, alors Fabrice Virgilian comptait à peu près 20 000 femmes tondues, mais ça reste toujours assez difficile. Hein. Et c'est un ordre de grandeur. C'est énorme, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Non, bien sûr, c'est énorme. Mais il faut ramener ça aussi à l'ampleur de l'occupation et à sa durée. Et puis, c'est une autre époque. Enfin, bon, c'est quelque chose qui est... Et puis, il y a aussi, sans doute, dans ces... Alors, les tontes, on en parle un peu dans le bouquin, mais il y a aussi une volonté, sans doute, viriliste, hein, de retrouver le pouvoir quand les hommes ont été humiliés par ces 4 années d'occupation, des hommes qui ont failli, d'une certaine manière, hein, dans leur assignation traditionnelle, à ne pas être capables de défendre les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Bon, et il y a sans doute une espèce de volonté de remettre le masculin au centre du rapport de force. Ouais. Bonsoir. Gaël, au cours de votre exposé, vous avez évoqué les facteurs de radicalisation qui ont eu lieu en juin 1944. On en connaît quelques-uns, mais est-ce que vous pourriez les préciser justement ? Oui, tout à fait. Alors, il faut en fait probablement distinguer un petit peu dans le temps en fait, ces facteurs de radicalisation. Dans un premier temps, en tout cas, pour les premières opérations, puisque les premières opérations dont je parlais tout à l'heure, celles qui ont lieu notamment en fait, avant le printemps 44, hein, puisqu'elles commencent à l'automne 43, ces grosses opérations militaires et policières. Donc les premières ont été plutôt conduites par des forces militaires allemandes, mais qui étaient en place, enfin, qui étaient sur le territoire français de longue date, en fait, hein, et qui ont été impliquées notamment dans le tout début des luttes contre les maquis. Et donc, très probablement, pour ces premières-là, l'expérience accumulée en France par ces forces militaires impliquées dans ce qu'eux appellent la lutte contre les bandes depuis plusieurs mois, eh bien cette expérience a pu constituer, au cours encore une fois des premiers mois, un facteur de radicalisation, un facteur de brutalisation, d'autant que pour la première fois, il y avait des pertes allemandes, c'est-à-dire que jusque-là, ces opérations étaient plutôt des opérations, voilà, le démantèlement des réseaux de résistance, mouvements de résistance, se faisait sans victimes côté allemand. Et donc là, pour la première fois, il y a des vrais affrontements, et donc ces premières pertes, plus l'expérience accumulée sur place, a probablement joué. Maintenant, la plupart des massacres dont j'ai parlé et qu'on voit sur les cartes, en fait, ont davantage été commis par des formations qui n'étaient pas là depuis très longtemps sur le territoire français et qui avaient en fait une solide, et c'est là que se trouvent la plupart des facteurs de radicalisation, avaient le plus souvent une solide formation de l'expérience de la lutte contre les partisans à l'Est,
puisqu'on interviennent en France et sont engagés en France à partir de là des troupes qu'on appelle notamment les Ostbataillons, les bataillons de l'Est, qui viennent, donc, qui ont pratiqué cette lutte contre les partisans à l'Est. C'est le cas aussi des unités blindées qui s'engagent sur le territoire français et qui, pour la plupart, ont été auparavant engagés à l'Est. Et puis, c'est le cas de divisions blindées comme la SS Das Reich, etc., qui, encore une fois, ont cette expérience de l'Est. Donc, l'expérience de l'Est, bien sûr, a joué un rôle probablement très important. Et puis, s'ajoute à ça le facteur idéologique et plus largement l'idée que ces unités qui ont été impliquées donc, dans ces massacres avaient le sentiment de constituer des unités d'élite. Une grande partie d'entre elles étaient plus fortement idéologisées que les autres. Et encore une fois, donc à la fois l'expérience acquise sur le front de l'Est, mais aussi l'endoctrinement et le sentiment pour ces unités, notamment les parachutistes, ces unités blindées parachutistes qui avaient le sentiment de constituer des unités d'élite, ont probablement joué un rôle important. Si on prend l'exemple de la Das Reich, qui intervient, vous le savez, à Oradour-sur-Glane ou encore à Tulle, en juin 1944, elle remplissait tous ces critères. Et puis, à ces facteurs de radicalisation qui, globalement, proviennent d'une logique qui sont propres aux unités engagées, s'ajoute à cela un facteur très important aussi, qui, lui, vient d'en haut, c'est-à-dire qu'à partir de 1944, on a de plus en plus d'ordres qui viennent des états-majors de commandement et de la Wehrmacht, mais de celui dont je parlais tout à l'heure, le haut commandement des forces armées à l'Ouest, qui sont relayés par le commandant militaire allemand en France, qui, pour la première fois, autorise, voire incite les troupes allemandes à s'en prendre aux populations civiles au titre de mesures d'intimidation, dans le cadre d'opérations de ratissage des zones dites investies par les bandes terroristes. Il s'agit de dissuader les populations civiles de soutenir ces maquisards. Et donc on a notamment, à partir de février 1944, c'est le premier ordre de ce type qui s'applique en France, c'est l'ordre de Speerle, qui est à l'époque donc le haut commandement des forces armées à l'Ouest, qui autorise et même demande aux troupes, notamment par exemple, d'incendier les maisons, les villages en cas de tir ennemi. Donc à la fois les ordres venus d'en haut et puis les logiques propres aux troupes qui sont engagées et donc cette expérience de l'Est et l'endoctrinement qui ont probablement joué, qui se sont combinés pour expliquer ces déchaînements de violence. Bien. Une question en 1944-1945, donc vous l'avez bien dit, on a assisté à une opération, à des épurations. Mais la question qu'on se pose souvent, qui étaient les épurateurs? Parce que souvent, en lisant certains livres, on a même dit qu'il y avait certains collaborateurs pour essayer de se dédouaner et se retrouver une sorte de virginité, excusez-moi du terme, avaient participé à ces épurations. Alors, vous avez quelques informations là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Oui, tout a été possible, bien sûr. Vous imaginez dans cette espèce de grande cacophonie où se mêle l'euphorie, la violence, tout était possible. Mais ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que compte tenu des circonstances, et en dépit de tous les dérapages qui ont pu avoir lieu, l'épuration est quand même plutôt bien faite quand on la compare aux autres pays. Parce qu'entendons-nous, là, il y aurait une conférence à faire là-dessus, mais les Belges sont beaucoup plus radicaux, les Bulgares flinguent tout le gouvernement. Bon, c'est les Russes qui les libèrent, mais quand même, il y a quand même en France alors ça a été beaucoup décrié, mais c'est aussi lié au fait que il y a beaucoup de gens qui, après-guerre, se sont posés en victimes. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient équivaloir le sort des Juifs sous l'occupation et le sort des collabos après la guerre. Il y en a qui n'hésitent pas. Fabrelus, il était considéré comme étant l'homme le plus intelligent de France dans les années 30. Pas rien. Un type qui avait de la faconde, qui écrivait, il est d'une incroyable... comment dire, je ne sais pas comment on peut, il n'y a pas de qualificatif. Dans les années 80, il est encore sur les plateaux de télévision, on va dire que finalement on a appris aussi des nazis, un certain sens de la communauté, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Il faut penser aussi que l'extrême droite qu'on connaît bien aujourd'hui, avec sa montée dans les sondages et dans les
les votes, elle est complètement disqualifiée après-guerre, hein, complètement. Et ça va remonter ça va commencer à redémarrer dans les années 80, mais elle est complètement disqualifiée. Alors là-dedans, il y a de tout. Il y a des gens qui sont égarés, hein, bon, mais globalement, puis il y a des gens qui sont malins, évidemment, bien sûr, hein, comme en politique, comme partout. Il y a des gens qui réussissent à passer à travers les mailles du filet, mais d'autant plus que, une fois, je vous ai mis les chiffres là, il y a quand même, on juge, hein, il ne faut pas croire. Vous voyez, 130 000 personnes jugées par un tribunal civil, c'est pas rien quand même. Hein. Il y a une vraie opération de justice avec des cours spéciales, les cours de justice, des chambres civiques. On a même créé une peine spéciale, hein, qu'on appelle la dégradation nationale, c'est-à-dire qui prive les gens de tous leurs avantages de citoyens, ce qui est d'ailleurs très embêtant au quotidien. Et je ne réponds pas à la question. Bah oui, non, mais sur la question, il est difficile. Il y a évidemment des gens qui se sont bien débrouillés. Il y a de très beaux exemples du côté des Allemands, des nazis. Alors là, il y a dans le col du Brenner des colonnes entières de voitures, souvent de luxe, qui s'échappent par le nord de l'Italie. C'est su au vu de tout le monde, hein, et qui vont s'échapper dans la nature, par le réseau du Vatican, par la Croix-Rouge. Bon. Et en France, c'est un peu différent, mais c'est un petit peu la même chose. Il y a évidemment des gens qui se débrouillent pour passer à travers les mailles du filet. Mais je pense pas... Enfin, le système qui est mis en place, disons, était le moins mauvais possible, voilà, pour pas dire le meilleur. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci à vous.